Carlos Alcaraz est-il surcoté, comme certains peuvent le dire? Carlos Alcaraz qu'on a vendu comme le futur Nadal, Federer, Djokovic, est-il surcoté par les médias? Est-il surcoté par les experts du tennis? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Montréal aujourd'hui. Il y a eu tout d'abord les deux défaites, la défaite de Carlos Alcaraz dont on va parler dans cette vidéo, et puis la victoire de Nick Kyrgios contre Daniil Medvedev qui a été... voilà, franchement Nick Kyrgios, je sais pas quoi dire. On fera une vidéo plus tard, dans quelques jours, sur Nick Kyrgios, spécifique sur lui, parce qu'en ce moment ce qu'il fait c'est colossal. Faut le dire, c'est colossal parce qu'il a jamais fait autant de victoires en carrière à la suite. Il vient de battre le numéro 1 mondial et puis il vient de bien le battre alors qu'il avait perdu le premier set, alors qu'il avait eu 2 balles de 7. J'avais très peur justement qu'après la perte du premier il lâche un petit peu, mais non, on a un nouveau Kyrgios et vraiment ça fait plaisir à voir. Mais ce n'est pas l'heure de cette vidéo elle est consacrée évidemment au jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz, avec cette question un petit peu vache, un petit peu crue, mais que certains osent dire. Carlos Alcaraz est-il surcoté? Et donc on va commencer avec ce qui s'est passé pour Carlos Alcaraz dans ce début de saison 2022, un début de saison canon. Honnêtement on a vraiment eu un début de saison canon pour Carlos Alcaraz, qui a commencé sa saison à l'Open d'Australie, qui perd au 3e tour face à Matteo Berrettini, mais on a déjà vu de très belles choses, notamment au niveau mental, cette capacité de revenir de 2-7-0 à 2-7 partout, même s'il perd dans le super tie-break. Il perd je crois 10-4 au super tie-break, il fait un très mauvais super tie-break, ça faut le dire. Berrettini a très bien joué au super tie-break, mais il fait un très mauvais super tie-break. Mais Berrettini derrière, il va aller en demi-finale de l'Open d'Australie. Ça veut dire que c'était quand même une bonne défaite entre guillemets pour Carlos Alcaraz. Le meilleur était à venir pour Alcaraz, qui revient après pour l'ATP 500 de Rio de Janeiro, sur terre battue, en Amérique du Sud. Des ambiances toujours compliquées, des ambiances un peu folles. Et il va gagner ce tournoi. Il va notamment battre Matteo Berrettini dans des conditions pourtant dantesques, un match qui s'est joué sur 2 jours. Et en plus, il y avait déjà eu un match qui s'était joué le matin parce qu'ils avaient tellement de retard qu'il fallait rattraper les matchs. Donc voilà, un Alcaraz qui montre qu'il savait très bien s'adapter à ce moment-là. Donc voilà, on se disait à ce moment-là, Alcaraz, il est monstrueux. Mais on attendait dans les gros tournois, ok, tu gagnes un 500, ok, face à Berrettini, tu fais un super match en Grand Chelem, mais tu le perds, mine de rien. On attendait ce qu'il allait faire sur les Master 1000 qui arrivaient, les Master 1000 du coup américains, les premiers, Indian Wells et Miami. À Indian Wells, il va avoir un tableau où il jouera Rafael Nadal en demi-finale, et il va entre guillemets blesser Rafael Nadal en demi-finale avec ce match avec des conditions aussi catastrophiques, avec le vent qui tourbillonnait. Nadal qui s'en sort, mais contrairement à la raclée qu'il lui avait mis il y a un an où il lui a mis 6-1, 6-2 à Miami, c'était pas du tout le même match et Alcaraz était vraiment dans le combat et il a tenu Rafael Nadal avant de craquer malheureusement pour lui. Derrière, Nadal qui était blessé, du coup qui s'est blessé aux côtes, n'a pas pu défendre ses chances contre Taylor Fritz et n'a pas pu défendre ses chances dans la majeure partie de terre battue où il n'a pas pu faire Monte Carlo. À Madrid, bon, on en parlera justement de ce match à Madrid contre Carlos Alcaraz, et à Rome où il s'est passé face à Shapovalov, on était très inquiets avant son Roland Garros. Alcaraz qui derrière va remporter Miami, donc il nous fait quand même une masterclass parce qu'il perd en demi contre Nadal, il y a pire, à Indian Wells, et il va remporter Miami, un tournoi sur dur, et on se dit à ce moment-là, que va nous faire Alcaraz sur terre battue, la surface des Espagnols normalement, même si je pense qu'il peut jouer bien partout, d'ailleurs on l'a vu. Il peut jouer bien partout, Carlos Alcaraz. Terre battue, on arrive. Ça fait à peine une semaine qu'il a gagné Miami. Il arrive face à Sebastián Corda. Premier tour. À Monte Carlo, match piège. Ce Corda jouait très bien. Il y avait beaucoup de vent. Corda qui vient d'Amérique où là il y a beaucoup de vent, il avait dit. Donc ça veut dire, il vient de Floride là où il y a beaucoup de vent. Donc évidemment, il s'en sort mieux que Carlos Alcaraz avec le vent. Il remporte ce match. Première défaite, on va dire, d'Alcaraz contre un joueur au-delà de la 10e place mondiale, qu'il n'est pas vu face à Berrettini et Rafael Nadal avant. Donc ça va, c'est vraiment un beau casting pour Sebastián Corda, qui fait une très belle victoire avant de perdre malheureusement le tour d'après face à Taylor Fritz. Oui, ça face à Taylor Fritz au prochain tour. Alcaraz, on se disait à ce moment-là, mais attention, est-ce que sur terre, pourquoi pas, il y a peut-être une ouverture à aller chercher. Barcelone, on arrive à Barcelone, et là il y a 3 matchs, il y a 3 matchs de dingue, que ce soit dans le terme du scénario ou ce qu'il va faire. Le quart de finale face à Tsitsipas, monstrueux, honnêtement monstrueux, parce qu'il mène 1-7, double break. Tsitsipas revient, on se dit à ce moment-là, attention, Alcaraz, il peut peut-être se passer quelque chose. Et derrière, Alcaraz qui va remporter ce match face à Tsitsipas, qui était, franchement, il était pas content du tout, Stefanos Tsitsipas.
Il y a eu après cette demi-finale épique face à Alex de Minaur, vraiment une demi-finale de dingue, où je rappelle que de Minaur a une balle de match, où il a un coup droit penalty, il a 1 mètre du filet, il a juste à la mettre soit à droite, soit à gauche, il a tir au centre, et Alcaraz il fait un décalage coup droit assez bizarre, il se retourne, et il te fait un coup droit bizarre, qui va faire un passing de dingue, et derrière, vous connaissez le scénario, il remporte le match, et il va défoncer Pablo Carreño Busta, quand même Pablo Carreño Busta en finale de Barcelone, derrière, enchaînement Madrid, qu'est-ce qui peut l'arrêter Carlos Alcaraz? Rien, parce qu'à Madrid, honnêtement, il a un parcours de psychopathe, et quand je dis de psychopathe, c'est de psychopathe. Nadal en quart, qui va battre en 3-7, on s'est inquiété pour sa cheville d'ailleurs à ce moment-là, si c'était foulé la cheville à 1-7-0 pour lui. Derrière Novak Djokovic, pour moi l'un des matchs de l'année, hein, honnêtement le match à Djokovic, 3h30 de jeu, un match de malade, de mammouth, où Djokovic jouait vraiment très très bien. Carlos Alcaraz était étincelant, et Alcaraz qui s'en sort dans le tie-break du 3e set, c'était vraiment un match splendide, vraiment, j'en ai encore des images dans les yeux de ce que fait Alcaraz, c'était incroyable à ce moment-là. Derrière, il va remporter la finale assez facilement contre Zverev, qui était d'ailleurs pas content de la programmation, il avait fini 2 fois à 2h du mat, forcément il était pas content, ça peut se comprendre. Donc il a à ce moment-là, en arrivant à Roland Garros, 2 ATP 500, 2 Master 1000, dont un Master 1000 sur terre et 2 ATP 500 sur terre. Il arrive à Roland, où il va aller en quart de finale. Alors pour beaucoup, c'est un flop. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment bien, parce qu'il aurait pu sauter dès le 2e tour. Et là, oui, ça aurait été un flop de perdre contre Ramos Vinolas. Mais quand même, il arrive à passer Korda facilement. Il arrive à passer Khachanov facilement. Ce ne sont pas des matchs faciles sur terre battue. Il arrive en quart contre Zverev. C'est Zverev, c'est pas n'importe qui. Alors, ok, Zverev n'avait pas battu un seul top 10 en Grand Chelem. Ok, Zverev a des complexes quand il arrive en Grand Chelem. Mais Zverev, quand il est outsider d'un match, il est meilleur quand il est favori. Ça, faut le savoir. C'est d'ailleurs bizarre chez Zverev. Il a toujours été meilleur quand c'est pas lui le favori que quand c'est lui le favori. D'ailleurs, on le voit face à Rafael Nadal. Il n'est pas favori du match. Il est étincelant. Et puis, il commence à se dire, je peux gagner le match. Et puis, on voit petit à petit, il commence un petit peu à se chier dessus. Et honnêtement, il aurait dû mener 2-7-0 face à Nadal. Alors, on ne sait pas s'il aurait gagné le match si jamais il n'avait pas eu malheureusement sa terrible blessure, sa terrible cheville qui se foule. Mais on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Il aurait dû mener 2-7-0 en tout cas sur ce match. Mais bon, il va battre Alcaraz. Alcaraz qui est un petit peu vendangé dans les 2 premiers sets. Mais après, Zverev n'a pas donné non plus. Donc Zverev a été vraiment très très solide. Le tie-break du 4e set, si vous pouvez le revoir, je pense qu'il est sur YouTube. Allez le voir parce que c'est exceptionnel. Tout simplement, c'est exceptionnel. Et donc, on quitte Roland Garros. Et d'ailleurs, encore à ce moment-là, Carlos Alcaraz est 2e à la race. 2e à la race derrière Rafael Nadal. C'est-à-dire qu'il est devant Djokovic. On va dire que ça compte pas, on va dire qu'il est 3e à la race parce que pour moi Djokovic devrait être au-dessus de ce qu'il est parce que vous savez, il va pas faire l'Open d'Australie, Wimbledon, il lui retirer les points, l'US Open a priori il va pas jouer. Je trouve ça terrible, honnêtement je trouve ça terrible pour le tennis parce que Novak Djokovic, tout ce qu'il a fait de bien pour le tennis, c'est horrible pour moi qu'il puisse pas jouer tous ces matchs, voilà, donc bon bref. Alcaraz en tout cas voilà, qui est pour moi le top 3, mon top 3 de la saison à ce moment-là, mine de rien, il est étincelant. On arrive à Wimbledon, déjà il fait pas le Queens, il dit qu'il a un petit peu mal au coude. On arrive à Wimbledon, on se dit mais qu'est-ce qui va nous pondre un petit peu sur gazon? Premier tour très piège, ça je trouve. Il s'en sort miraculeusement aussi. Ensuite il a quand même 2 tours compliqués face à Griekspoor et Hauteux qu'il va écrabouiller en 3-7. Pourtant des matchs qui sont plutôt compliqués. Et il arrive face à Yannick Sinner, choc évidemment de la next gen. Et Sinner va faire un match de mutant. Honnêtement, est-ce qu'on peut en vouloir à Alcaraz de perdre en 8e? Alcaraz, il n'y en a quand même pas beaucoup qui l'attendaient à ce niveau-là, je pense, sur Wimbledon, parce qu'on ne l'avait pas vu avant, on ne savait pas ce qu'il allait faire sur gazon. Et le fait qu'il perde face à Sinner, pour moi, c'est pas déconnant. Honnêtement, je vais pas dire que c'est normal, parce que justement, il a envie de gagner ce match. Mais c'est une défaite, on va dire. C'est pas une défaite où on tire la sonnette d'alarme, on se dit attention, ça y est, Alcaraz, on l'a un petit peu trop vendu. Il joue Sinner qui est l'autre crack de sa génération. Pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure à ce moment-là, justement. Ensuite, il va aller faire... Et là, c'est là un petit peu pourquoi j'ai mis calendrier avec un point d'interrogation. Parce que je me pose la question de pourquoi aller faire ensuite Hambourg et Umag. Alors, il aime bien la terre battue. Évidemment, les Espagnols qui n'aiment pas la terre battue, à part Feliciano Lopez, je n'en vois pas, honnêtement. Carlos Alcaraz qui va faire Hambourg et Umag. Alors, Hambourg... Ok, c'est un ATP 500, je peux comprendre la démarche. Et encore, parce qu'on passe du cercle qui va faire gazon, terre, dur en l'espace de 3 semaines.
ce qui est assez compliqué, mine de rien, pour s'adapter, même pour le corps, c'est pas facile de changer de surface. Mais Oumag, alors ok, il a gagné l'année dernière, il avait peut-être des garanties un petit peu de se dire, voilà, si je reviens, peut-être qu'on m'a donné un très très bon chèque pour que je revienne et tout. Honnêtement, je vois que ça, parce que faire Oumag pour un gars comme Alcaraz qui est 4ème mondial, maintenant ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on a vu, hein, Federer, Nadal, Djokovic n'ont jamais fait Hambourg, et en tout cas Hambourg, depuis que c'est plus un Master 1000 évidemment, Hambourg et Oumag, et Gstaad évidemment aussi. Mais là, j'ai pas compris vraiment Alcaraz à ce moment-là, parce qu'il avait, je trouve, un tableau, enfin un calendrier très organisé, très bien organisé, et là, c'est un petit peu parti en sucette, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il avait besoin de rejouer, l'envie de rejouer et tout. Moi, je pense qu'il aurait dû faire un petit break, parce que du coup, il a ses 2 premières défaites en finale. La première face à Lorenzo Musetti, qui a été étincelant, c'est un très très beau match de Musetti. Et la deuxième face à Yannick Sinner, où il prend le premier, et derrière, il prend 6-1, 6-1. Face à Sinner, attention, Sinner commence à avoir un petit avantage psychologique face à Alcaraz. Il était étincelant avant Wimbledon, il n'avait que 4 défaites avant Wimbledon, pour je crois plus de 25 victoires. Là maintenant il a 10 victoires pour 4 défaites, ça reste quand même pas mal, mais c'est un peu inquiétant. Cette défaite face à Tommy Paul, elle est un petit peu inquiétante, mais elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas illogique en soi, parce qu'il a un petit peu ce qu'on appelle, comme en NBA, dans le basket, un petit peu ce qu'on appelle le rookie wall. Ça veut dire qu'il fait un début de saison où il est exceptionnel, honnêtement il est exceptionnel. Alcaraz, il nous a époustouflés tous. Franchement, qui peut me dire dans les commentaires qu'il a époustouflé personne pendant les 6 premiers mois de la saison, parce que c'est pas possible, honnêtement c'est pas possible. Et il a été époustouflant, et je pense que là, il se tasse un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu un moment de flottement, qui est normal pour un joueur de 19 ans, je rappelle. Hein, il n'a pas 35 ans comme Nadal, il n'a pas 39 ans, enfin 41 ans maintenant. 41 ans maintenant comme Roger, 1980 Roger, et il n'a pas 35 ans comme Djokovic. Donc il a plus de 15 ans de moins qu'eux. Donc il a tout le temps de garder très bon sur toute une saison entière. Là, il a été exceptionnel sur 6 mois. Il est tout de même très bon, voire très bon encore là depuis. Cette défaite face à Tommy Paul, ok, c'est la pire depuis que ça arrive. Est-ce qu'il va faire Cincinnati? Est-ce qu'il va faire une pause avant l'US Open? Je pense qu'il va faire Cincinnati quand même, parce que là il a du temps pour aller s'entraîner, pour se reposer. Je pense qu'il a vraiment l'esprit de revanche, le gamin, parce que voilà, il est vraiment très très chaud. Mais moi je suis pas inquiet pour Alcaraz. Ça veut dire que même s'il fait pas un bon Cincinnati et un bon US Open, et que même s'il fait une fin d'année, on va dire, allez, correct, où il finit au lieu d'être 4ème mondial, il va finir quoi, 6-7. Franchement, pour moi ça sera quand même une saison réussie, parce que franchement déjà être dans le top 10 à ce rythme-là, cette vitesse-là, c'est déjà colossal. Alors oui, peut-être qu'on l'a mis trop vite. Ça veut dire que beaucoup déjà ont dit oui, il a le coup, donc, comment dire, il a la beauté de jeu de Federer, il a la capacité de défense de Djokovic, et il a la grinta espagnole de Rafael Nadal. Oui, les comparaisons comme ça, c'est un petit peu stupide, parce qu'il a 19 ans, il n'a pas gagné un grand chelem, et les autres, ils en ont gagné 63 à E3. Federer a remporté son premier grand chelem à 23 ans. Nadal, oui, est très précoce, parce que c'est Rafael Nadal, voilà, j'ai pas les mots pour écrire Nadal. Federer a remporté son premier grand chelem à 23 ans. Il fait sa première grosse perf, où il bat Pete Sampras, à 21 ans. Il remporte son premier titre à 21 ans. Alcaraz a déjà 3 ans d'avance, puisqu'il remporte son premier Master 1000 à 18 ans. Il a déjà 3 ans d'avance sur Roger Federer. Ça, il faut le dire. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Dites-moi pour vous ce que vous pensez de Carlos Alcaraz, vous êtes fan de Carlos Alcaraz. J'espère que cette vidéo vous a plu évidemment. Si vous n'aimez pas Carlos Alcaraz, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aimer Carlos Alcaraz. En tout cas, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.